Bonjour, enchantée. Enchantée. Heureuse de vous rencontrer alors. Moi aussi. Vous m'emmenez où en fait là? Je vous emmène faire un tour dans Bruxelles, là, dans un beau tram. Et donc on va se balader dans des paysages bruxellois et pouvoir ainsi discuter. Alors on va discuter ensemble de justice fiscale. Alors concrètement, pourquoi entre guillemets ce thème-là aujourd'hui? Comme CNCD 1111, donc le CNCD 1111 c'est la Fédération des ONG Nord-Sud, on avait envie de parler de justice fiscale parce qu'on pense que ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est le fait que de moins en moins les plus riches, qu'ils soient des multinationales ou des personnes, contribuent au pot commun et que ça a un impact sur tout le monde, sur les classes moyennes, les classes les plus pauvres et aussi sur les inégalités qui sont en train de se creuser. Alors avant d'en dire plus, parce que je sens que depuis qu'on a dit le terme justice fiscale, il y a plein de points d'interrogation qui se lèvent dans la tête de tous ceux qui nous regardent, je propose qu'on regarde ensemble une petite vidéo que justement le CNCD 1111 a fait pour expliquer en un peu plus d'une minute, on va dire, ce que c'est la justice fiscale. Faire payer les multinationales un impôt juste, c'est impossible? Ben non, des solutions existent. Pour attirer les firmes transnationales, les gouvernements se concurrencent en abaissant le taux de l'impôt sur les profits des sociétés. À l'échelle mondiale, le taux de l'impôt sur les sociétés a baissé de près de moitié depuis 1980. À ce rythme, il atteindra 0% en 2052. En plus, les multinationales utilisent toutes les échappatoires pour déclarer des profits dans les paradis fiscaux et ainsi payer moins d'impôts. Des centaines de milliards échappent chaque année aux recettes des États, qui manquent pourtant de moyens pour financer les services publics d'intérêt général. On continue comme ça ou on change? La justice fiscale, ce n'est pas un concept abstrait. Elle implique notamment de taxer les bénéfices des sociétés là où ils sont réalisés. L'Union européenne doit imposer une fiscalité unitaire aux firmes transnationales. Chaque firme doit être taxée comme une seule entité, pas comme une multiplicité de filiales. Ce système permettrait de taxer les profits des firmes dans les pays où les activités ont effectivement lieu et de les empêcher de déplacer artificiellement les bénéfices dans les paradis fiscaux. Je propose de revenir sur quelques points clés. Peut-être d'abord cette question de l'impôt. Alors on voit qu'il y a une double dynamique. C'est à la fois qu'il y a une tendance des États à faire en sorte que la pression fiscale sur les sociétés, en tout cas l'impôt des sociétés diminue, et en même temps une tendance des sociétés, des multinationales, entre guillemets, à éluder l'impôt de manière volontaire via l'évasion fiscale. Est-ce que cette dynamique, elle existe depuis longtemps? Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est aggravée? Cette dynamique, elle s'est largement aggravée. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc quand on regarde un peu l'impôt des sociétés, on se rend compte au niveau mondial qu'en 30 ans, on a baissé de 40% à 25%, alors que les bénéfices ont triplé. Donc il faut se dire, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de richesses produites par l'ensemble des entreprises, mais qu'en fait cette richesse, elle va dans les mains de certains, qui sont souvent les actionnaires dans ce cas-ci, et ne se répartit pas finalement au niveau des sociétés. Et si on continue comme ça, et ça c'est la tendance à la baisse qui a commencé dans les années 80, en 2052, ça veut dire quand mon fils qui a maintenant 10 ans aura mon âge, ça veut dire que les sociétés, les multinationales ne participeront plus du tout à l'impôt. Alors ça a des conséquences gigantesques, parce que ça veut dire que si les entreprises ne participent plus du tout à l'impôt, eh bien c'est vous et moi qui allons le payer à travers l'impôt sur les personnes physiques ou à travers la TVA. C'est un peu comme s'il y avait une rupture à un moment donné de contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contribution au pot commun. C'est vrai que c'est une rupture complète avec ce qu'on appelle le pot commun, et on aime bien l'appeler comme ça, parce que le pot commun, c'est l'idée de dire on ne vit pas tout seul, personne ne vit tout seul, on vit dans une société, dans une collectivité, et pour ça, on a besoin, toutes et tous, d'avoir des choses qui fonctionnent bien ensemble, que ce soit la santé, que ce soit les pensions, que ce soit l'accueil pour la petite enfance, et ça, c'est hyper important, et pour ça, on a besoin de justice fiscale, et le fond du sens de la justice fiscale, c'est de dire les épaules les plus larges doivent payer plus, et les épaules les plus faibles doivent payer moins. Et ça, on se rend compte dans l'ensemble des sociétés, et c'est encore beaucoup plus fort dans les pays du Sud, qu'il y a une rupture totale de ce contrat social et que ça comporte des dangers parce que, évidemment, si vous avez l'impression que les multinationales ne payent pas ou payent de moins en moins, en tant que petite PME, vous avez aussi un peu l'impression d'être le dindon de la farce. Et c'est la même chose quand vous avez l'impression que les ultra-riches
payent de moins en moins, vous avez aussi l'impression, quand vous êtes uniquement salarié ou petit indépendant, que vous êtes aussi le dindon de la farce. Cette tendance au final à mettre la pression taxatoire sur finalement les classes moyennes, les petites entreprises, mais aussi finalement les personnes les plus pauvres de la société, elle engendre aujourd'hui des problèmes conséquents parce qu'on va dire que c'est pas juste des problèmes financiers, il y a des problèmes aujourd'hui de perte de confiance en l'avenir, il y a des sentiments de colère, on a vu les manifestations des gilets jaunes en France, en Belgique, etc. qui prennent une ampleur sans précédent. On a aussi des votes vers les extrêmes politiques, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. qui deviennent de plus en plus forts dans tous les pays industrialisé, c'est ça aussi la conséquence. On va dire que c'est pas juste une question d'argent, c'est une question à un moment donné de philosophie, de modèle de société qui se questionne là derrière. Ah oui, tout à fait. Et donc je pense que c'est un élément important de se rendre compte que les États se sont retrouvés dans une situation très complexe avec la mondialisation et donc avec évidemment des entreprises qui étaient capables de bouger très facilement, de créer des filiales un peu partout. Et ils se sont retrouvés avec des capitaux qui étaient très volubiles, qui se déplaçaient facilement. Et les seuls endroits où ils pouvaient aller puiser, c'était sur ce qui était fixe et non mobile. Ça veut dire, évidemment, vous comme salarié, votre salaire ou la petite PME qui n'est pas capable d'aller construire une filiale ailleurs. Donc, ils se sont retournés vers, en fait, les petites et moyennes entreprises et aussi les salariés, donc cette fameuse rage taxatoire. Mais ça crée évidemment des mouvements de colère et le sentiment qu'en fait, l'État-nation n'est plus là pour créer quelque chose de collectivement positif pour tout le monde, mais quelque chose qui parfois protège en fait des intérêts de personnes plus aisées ou d'entreprises plus aisées. Et du coup, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on paye des impôts ? Pourquoi est-ce que c'est à moi de payer des impôts ? C'est quoi encore le sens de ça ? Or, pourtant, l'impôt, c'est clé et c'est fondamental. Et avant, d'ailleurs, on l'appelait contribution et pas impôt, pour donner l'idée de contribuer au pot commun. Parce qu'en fait, l'impôt et les contributions, c'est ce qui permet de construire en fait des services qui servent à toutes et tous. Et moi, j'ai vécu longtemps dans des pays comme Haïti, qui sont des pays extrêmement inégalitaires, très 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 pauvres, qui sont considérés comme un des pays les plus pauvres de l'hémisphère nord. Et je vous dis, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de pot commun, quand il n'y a pas de services publics, quand il n'y a pas de transport en commun comme ce tram qui permettent justement de se déplacer facilement et de ne pas utiliser sa voiture personnelle, eh bien la vie des gens elle est difficile. Et donc voilà, l'impôt ça reste quelque chose d'important. Et en Belgique, pour donner un exemple concret, ça finance nos pensions, ça finance les services de santé, ça finance les infrastructures, ça finance le fait qu'on puisse avoir l'électricité quand on arrive à la maison. Enfin voilà, tout ça, c'est aussi les infrastructures qui permettent qu'on ait une vie en société qui fonctionne. Et c'est ça aussi, payer des impôts, du coup, c'est un peu choisir la société dans laquelle on veut être, avec un service public de qualité, une offre qui s'étend, qui répond de plus en plus aux besoins. C'est ça aussi qu'on veut défendre à travers une justice fiscale. Et c'est évident que c'est ça qui va construire la société de demain, d'autant plus maintenant qu'il y a le réchauffement climatique. Et pour pouvoir faire face au réchauffement climatique, on a besoin d'investir. D'une part dans les transports en commun, donc que les gens réutilisent les transports en commun. On a besoin évidemment d'arrêter d'utiliser, de surutiliser l'avion. On a besoin aussi de se nourrir dans les circuits courts, d'avoir une production beaucoup plus locale, beaucoup plus territorialisée. On a besoin d'avoir une autre type d'économie. Et pour ça, on a vraiment besoin d'investissement public. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la justice fiscale est aujourd'hui un levier central aujourd'hui pour le développement. Ça répond aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux, face à la précarisation grandissante. Mais concrètement, là, moi, je me sens toute petite. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette justice fiscale ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Alors peut-être c'est important de dire qu'il y a des solutions politiques par rapport à ça. On n'est pas victime d'un système sur lequel nous n'avons aucune emprise, que ce soit sur la taxation des plus riches ou la taxation des multinationales. Pour les multinationales, il y a des choses qui sont sur la table et on a besoin que l'opinion publique s'en empare et demande à la Belgique d'être beaucoup plus ambitieux sur cette question. D'une part, c'est l'idée de dire qu'il faut une taxation, un seuil minimal de taxation des multinationales. Pour les multinationales, okay. Voilà, qui soit à 25%. Je pense que 25% sur les bénéfices, ça veut dire que vous avez 75% pour continuer à investir, faire de la recherche et du développement, rétribuer vos actionnaires, donc ce n'est pas fou. L'autre élément, et ça c'est très important, c'est la taxation unitaire des multinationales. Là maintenant, dans une multinationale, vous êtes taxé selon les filiales. Et vous allez avoir tout un jeu où les filiales vont finalement définir des prix de transfert des services et des biens. C'est le système qu'ils utilisent pour rapatrier l'argent vers des paradis fiscaux, alors c'est ça ? C'est le système qu'ils utilisent pour rapatrier de l'argent vers des paradis fiscaux, mais c'est aussi le système qu'ils utilisent pour déclarer des bénéfices dans des pays dans lesquels ils sont moins imposés. Donc la taxation unitaire des multinationales, c'est un concept très simple. C'est juste de dire, on prend la multinationale, on regarde son bénéfice au niveau du monde et pas au niveau de chaque filiale. Et puis on va regarder son activité réelle, ça veut dire ses ventes dans le pays. Google, combien est-ce qu'il vend par exemple en Belgique ?
combien il y a d'employés qui travaillent en Belgique, quelle est sa masse salariale, et puis on va répartir le bénéfice par pays, et chaque pays va décider... Au prorata alors à chaque fois de ce Au qui est prorata fait concrètement dans un pays. de l'activité réelle du pays, et pas du paradis fiscal dans lequel c'est le plus intéressant d'aller déclarer ses impôts. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, c'est la taxation unitaire. On voit que les solutions sont essentiellement au niveau politique, mais du coup, en tant que citoyen, parfois on se dit mais moi, je peux y faire quoi? Je pense que nous, on est vraiment conscients, comme CNCD 1111, qu'il faut de la mobilisation citoyenne. On le voit bien. Hein. Je pense que beaucoup de gens, parfois, ont l'impression que quand ils se mobilisent, ça n'aboutit pas tout de suite. Pourtant, c'est le seul moment où on sent qu'un thème monte à l'agenda politique et devient, en tout cas pour les responsables politiques, quelque chose sur lequel ils doivent se justifier. Même si on ne sent pas l'effet à court terme, c'est se dire Voilà. que de toute façon, ça a une portée. Ça a une portée et je pense que tout, que ce soit l'accès au droit de vote, que ce soit la sécurité sociale, le droit des femmes, n'en parlons même pas, ça s'est fait parce que des gens ont considéré qu'il fallait se mobiliser. Donc il faut se mobiliser sur ces questions. Et aussi, c'est pas parce qu'on a élu quelqu'un pour 5 ans qu'on ne peut pas l'interpeller. Je pense qu'on sous-estime l'importance comme citoyen, comme citoyenne, de toquer auprès des responsables politiques, de leur écrire, de leur envoyer des messages sur Facebook et autres pour leur demander, mais en fait, quelle position vous avez prise sur ce dossier-là? Parce que moi, j'aimerais bien savoir, j'ai voté pour vous. Ça, tout un chacun peut le faire. Tout un chacun, tout un chacune, tout le monde peut le faire. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. Si je peux synthétiser pour conclure un peu cette émission, se dire qu'à un moment donné, c'est se positionner en tant que citoyen, peu importe que les solutions, on les a pas à portée de main directement, mais c'est jouer un rôle pour en fait, faire bouger un peu les cases. Et c'est aussi se battre, je pense, pour le fait qu'on ne continue pas vers une société plus inégalitaire, parce qu'elle est très dangereuse, cette société plus inégalitaire. Donc c'est, je pense, se battre pour une société égalitaire, c'est une société où au lieu d'avoir une coupe de champagne, où, comme on le montre souvent, la coupe de champagne, c'est le fait que les 1% ou les 20% les plus riches du monde se partagent 82% du patrimoine, c'est plutôt avoir un bon verre de bière, ou en tout cas une bonne blanche, où en fait on a quand même une courbe beaucoup moins évasée, et où en fait les uns et les autres, on peut plus profiter des opportunités. Merci en tout cas de nous avoir rappelé qu'il n'y a pas de fatalité, que tout un chacun, peu importe, on reste citoyen de ce monde et on peut à cette mesure-là, entre guillemets, essayer d'agir et d'influencer pour que ça change. Merci de nous avoir rappelé qu'on a ce pouvoir-là aussi. Merci. Ça fait du bien de temps en temps de se le rappeler. Même si le sujet peut paraître très loin de nous, en fait, on a tout un chacun le pouvoir de le faire tous les jours, d'interpeller autour de nous. Voilà, merci beaucoup. Merci.